L'air que vous entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Wassou, l'Almami Samori Touré, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance aux plus belles chansons de chefs d'Afrique. Donc nous présentons des excuses pour le retard, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc il y a des intervenants et nous demandons à ceux qui doivent intervenir donc d'être voilà, d'être assez bref pour que tout le monde puisse parler. Donc après le président Lansine Camara de l'Union internationale des journalistes africains qui va ouvrir la conférence, donc il y aura M. Soumano Mamadi qui est juste à côté de lui, qui est le président de l'association de Ensemble Tout Devient Possible. Donc après il y aura Diarasoua, c'est madame, c'est ça? Très bien. En troisième position, donc en quatrième position, il y aura madame Marie Touré. En cinquième position, il y aura Anastasia. Et en sixième position, il y aura Sébastien Pérémoni qui va intervenir. En cinquième position, donc il y aura François Boukou, le président Boukou qui est là. En huitième, il y aura Campbell Cissé. Neuvième, Jules Victor. Ensuite, il y aura M. Fati. Et il y aura Luc Africa. Alors, donc sans plus tarder, je vais donc passer la parole au président Lansine Camara, donc qui va vous souhaiter le bienvenu. Mes chers amis, nous avons reçu beaucoup de courriers de la part des ambassadeurs africains. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Et ceux qui nous ont envoyé les meilleurs courriers, il faut les saluer. Il faut saluer l'ambassadeur du Niger. Il nous a envoyé un courrier sympathique, un courrier intelligent sur ce que fait le Niger pour retenir la jeunesse nigériane, sénégalaise, malienne, toute cette jeunesse qui passe par le Niger. Son courrier, je vais vous le lire. Il y a l'ambassadeur du Sénégal qu'il faut saluer. Bassirou Sène nous a envoyé une très belle lettre aussi. Et ce qui est très bien, dès lors que ces ambassadeurs ont la gentillesse de répondre, ça prouve qu'ils portent un intérêt particulier à la situation du flux migratoire. Les deux ambassadeurs, ils ne sont pas là, on les applaudit. On applaudit l'ambassadeur du Niger qui a bien voulu nous écrire pour montrer son intérêt dans le combat contre le flux, pour, disons, donner une solution au flux migratoire. L'ambassadeur du Niger, on l'applaudit. Mais en même temps, nous applaudissons l'ambassadeur du Sénégal, même s'il n'est pas là. À partir du moment où il a écrit pour manifester son soutien, il mérite effectivement d'être applaudi, même s'il n'est pas là. Mieux que ça, nous avons des cadres, des gens qui connaissent ce que c'est que le monde actuel, des gens qui peuvent trouver des solutions dignes de ce nom contre la diabolisation des flux migratoires. Vous avez vu Trump. Quand Trump dit, pratiquement c'est de l'apartheid, sa manière de se comporter avec les enfants de migrants, les Mexicains, les Colombiens et autres là, mais Trump, qui est quand même à la tête de la grande puissance comme les États-Unis, Trump se comporte réellement en président de merde à la tête des États-Unis d'Amérique, puisqu'il trouve que les autres présidents sont des présidents de merde. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, et je le dis haut et fort,
on a élu un président de maire qui fout ce que j'appelle le devoir partout. En même temps, je salue l'Église catholique, une partie de l'Église catholique. Parce que quand il y a eu Aquarius, les migrants qui ont failli se noyer, il y a une partie de l'Église catholique, y compris le pape, a soutenu qu'il faut absolument accepter ces jeunes gens et qu'il ne faut pas les laisser se noyer. Le pape François n'est pas là, on applaudit. On applaudit le pape. Et bien sûr, l'Union européenne, pour que les pays européens acceptent de partager les jeunes qui viennent d'un peu partout. Donc, là-dessus, l'Union européenne fait beaucoup. Mais l'Union européenne, maintenant l'Union africaine. Les autres se battent pour que nos jeunes effectuent. Qu'est-ce qu'ils font? On ne va pas continuellement accuser l'Europe alors que nous sommes assis sur des puits de pétrole. Nous sommes assis sur incapables de mettre ces potentialités dans l'éducation de nos enfants. Au point que nous sommes les premiers perdants. C'est un peu la traite négrière, cette fois-ci avec consentement. Terrible quand il y avait la traite négrière. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, nos jeunes gens ne sont pas forcés de quitter, que ce soit la Guinée, le Mali, ils ne sont pas forcés. Ils se disent, malgré tout, il faut qu'on aille en Europe. Les films, on essaie de leur faire croire que tout est ici et rien là-bas. Donc, informer autrement, informer intelligemment et expliquer à ces jeunes gens qu'ils peuvent parfaitement vivre sur la terre de nos ancêtres et que c'est leur rôle. On ne peut pas les laisser fuir indéfiniment leurs responsabilités. Je sais qu'il y a la mauvaise gouvernance. Plus nous resterons pour exiger que ceux qui gouvernent mal gouvernent mieux, et bien mieux nous nous emporterons. Donc, il faut d'abord mettre une campagne digne de ce nom en place. Et c'est la raison pour laquelle les ambassadeurs qui ont bien voulu nous écrire, nous leur disons, nous irons dans vos pays respectifs pour faire ce type de conférence. Maintenant, je lis la lettre de l'ambassadeur du Niger. Elle date du 10 juillet 2018. Alors, Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 21 juin 2018, par laquelle vous avez eu l'amabilité de m'inviter à la cérémonie d'hommage à la mémoire collective des jeunes Africains perdus dans les eaux en tentant de plusieurs trafics illicites qui sont malheureusement associés. En effet, la migration, en plus des drames humains qu'elle engendre dans la mer, mais aussi dans le désert nigérien, est aussi le véhicule de trafic d'armes et de la drogue. En faisant de la lutte contre la migration illégale l'une de ses priorités, le Niger assume son rôle et remplit ses engagements pris à l'issue du sommet de la Valette de novembre 2015 et attend que les autres parties prenantes assument pleinement les leurs. Aussi, rendre hommage à nos frères disparus dans leur tentative pour se rendre en Europe me paraît utile, car il s'agit de notre jeunesse, du potentiel pour le devenir de notre continent. Cette cérémonie offrira l'occasion de réfléchir sur le phénomène, de discuter les défis et de voir des moyens pour la recherche de solutions. Les autorités du Niger sont fortement impliquées dans la recherche de cette solution avec beaucoup de responsabilités, y compris en termes de disponibilité et d'humanisme dans l'accueil des migrants en relation avec le HCR et l'OIM. Et c'est par cela que je vous adresse mes félicitations pour cette initiative et mes vœux de succès.
dans ce talent que je salue vivement, même si des contraintes de calendrier à cette période ne me permettront malheureusement pas de m'associer à vous. Pour réitérer mes remerciements pour votre invitation, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de l'IGA, l'expression de ma meilleure salutation. On applaudit l'ambassadeur du Niger. Nous prenons en compte ces propositions et nous allons enrichir, nous allons amplifier. Et l'ambassade du Sénégal n'a pas envoyé le courrier, mais évidemment, on l'applaudit quand même, je le dis une fois de plus. Maintenant, nous avons un universitaire, un homme réellement qui s'est consacré à l'éducation de la jeunesse. L'argent qu'il a eu, il a investi dans l'éducation. Et il a créé l'université Kofi Annan. Et tout le monde sait que quand on va à Conakry, l'université Kofi Annan, c'est le socle de l'unité nationale. Toutes les ethnies sont à Kofi Annan. Mais tous les Africains qui veulent venir peuvent s'inscrire. Je veux dire, tous les étudiants africains de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et d'ailleurs, ils sont tous inscrits à Kofi Annan. C'est ça, retenir la jeunesse africaine dans nos pays respectifs. Le docteur Ousmane Kaba, qui sera éventuellement candidat à la présidence en 2020, parce qu'il se trouve que la situation va très mal, qu'un universitaire comme Alpha Condé n'a pas fait le travail comme ça se doit. Et c'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle il sera candidat en 2020. Mais en même temps, il aurait aimé être avec nous ici. Alors, comme il ne pouvait pas venir, il a envoyé ce qu'on appelle une contribution. Et la contribution, je vous la livre. Brève réflexion sur la migration entre l'Afrique et l'Europe, par Dr Ousmane Kaba, fondateur de l'Université Kofi Annan de Guinée, président du parti PADEF. Qui n'est pas agressé et choqué par les images insoutenables des hordes de migrants sur les bateaux en perdition ou en naufrage sur la Méditerranée? Qui peut rester insensible à la détresse humaine qui se dégage des corps sans vie et des jeunes hommes et des jeunes femmes épuisés après des jours ou des semaines de soir dans le désert brûlant du Sahara? Quel Africain ne s'est pas senti humilié par l'errance sans fin, ballottée de port en port sur la Méditerranée de la cargaison humaine de l'Aquarius? Les portes de l'Occident riche, les Africains ont le sentiment humiliant d'avoir échoué. Échec retentissant du désespoir des jeunes. Il est vrai que la migration massive et incontrôlée, ou plutôt l'immigration des forces vives, vient d'abord sanctionner la pauvreté matérielle de nos sociétés. Ces pays sont incapables de fournir des opportunités de travail décentes et donc bien payées à des millions de jeunes. Ces millions de jeunes émigrés, insuffisance de création d'entreprises, un système financier tourné vers les importations et non vers la production intérieure, chômage massif et de longue durée, est également déclenché par la violence politique. Les dictatures qui bâillonnent les peuples mettant des milliers de mandats renouvelés à l'infini sur base de corruption à grande échelle sont climatiques. Elles aussi à l'origine de la famine rampante. Cependant, tous ces facteurs ne suffisent. Les récentes vagues migratoires, par ces facteurs, nous pensons qu'il peut explorer que la mobilité des marchandises. En effet, le cinéma, la télévision et Internet ont gommé des distances et renforcé l'influence culturelle. Les images de l'Europe et de l'Amérique sont devenues des Eldorado pour la jeunesse africaine. Ils sont devenus virtuels. L'Europe devient la porte à côté dans le village mondial. En plus, le voisin qui est revenu en vacances d'Europe avec beaucoup d'argent devient un exemple irrésistible à suivre.
Comment éviter, dans ces conditions, le départ des forces vives d'Afrique avec des effets nocifs comparables à ceux de la traite négrière? Il faut restaurer la liberté démocratique, gouvernance politique et la bonne gestion économique, gouvernance économique et administrative. Comment éviter la déstabilisation avec l'Afrique où elle doit investir massivement dans tous les secteurs porteurs? Vous salue et compte sur vos propositions parce que tout ça sera publié. Tout ce courrier, toutes ces contributions, nous allons faire une plaquette. On va publier avec le nom des personnalités qui ont bien voulu évidemment faire des propositions concrètes. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté à travers ma voix et l'ambassadeur du Niger et le docteur Ousmane Kaba. Je vous remercie et je passe la parole à plusieurs de moi. On est aussi de M. Silla qui est un acteur associatif et donc qui travaille pour les immigrés. Donc personne n'est mieux placé que lui pour connaître cette question. Alors, donc, il y a M. Campbell Cissé qui m'avait demandé donc, que pour des contraintes, il doit partir bientôt. Donc comme ça, on essaiera de bouleverser légèrement le calendrier pour lui passer la parole. Et donc, M. Campbell Cissé, vous avez la parole. Même si notre communauté est extrêmement difficile à mobiliser, mais je suis très content d'être ici aujourd'hui, à la fois pour soutenir mon cher frère Lansine Camara, qui est un acteur connu dans notre communauté notamment guinéenne, mais connu aussi au-delà de la communauté guinéenne, donc dans le centre de la communauté, je dirais, africaine et européenne. Voilà, donc je viens apporter ma petite contribution par rapport au thème que nous débattons aujourd'hui, et aussi apporter le petit calicot que tu m'as demandé. C'est un sujet extrêmement difficile. Je vais essayer d'aller très très vite, mais qui aujourd'hui est débattu dans toutes les institutions. N'est-ce pas? Moi j'étais en Algérie, encore une fois, puisque je vais pratiquement depuis 4-5 ans, je vais là-bas dans un autre cadre, mais il y a un réseau africain de solidarité avec le peuple algérien auquel je fais partie. Donc je suis invité également à ce niveau-là par le gouvernement algérien. J'étais à Alger il y a pratiquement 3 semaines maintenant, et des jeunes Africains, beaucoup de jeunes Africains, notamment qui sont dans les universités là-bas à Alger, à Tizi Ouzou, ont fait le déplacement pour venir rencontrer notre délégation africaine là-bas, et avec le Sénat algérien, n'est-ce pas, et les droits de l'homme algériens. Et croyez-moi, ça donne vraiment de la chair de poule quand on voit ces jeunes qui s'expriment et qui sont pratiquement tous des diplômés. D'accord? Ceux qui sont venus nous voir, tous des diplômés. Ce ne sont pas des, si vous voulez, des jeunes qui, en fait, qui errent dans ces pays-là, mais tous ont des projets pour leur pays respectif. A une grande potentialité, n'est-ce pas, qui s'exprime ailleurs à l'étranger, à nos pays africains. C'est quoi le problème? Donc ce problème est en train, je le disais tout à l'heure, d'être par la CEDEAO, par l'UA, par pratiquement tous ces pays-là. Des fois on a l'impression, ou des fois même on a envie de dire l'Europe ne fait pas son travail. Mais ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas ces pays arabes. Ou quand cette jeunesse qui fuit les guerres, comme je l'ai marqué ici, dans leur pays respectif, la misère surtout, et qui tente l'aventure, qui traverse le désert, les océans, pour se retrouver à la recherche naturellement du bonheur, pour se retrouver dans ces pays européens ou arabes, ce n'est pas de leur faute. D'accord? Ce n'est pas de leur faute aussi aux pays européens ou à ces pays-là qui tentent de sécuriser leurs frontières. La faute, ce sont nos dirigeants qui ne font rien, qui ne créent pas de conditions nécessaires pour permettre à cette jeunesse de rester et de vivre dans leur pays respectif. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est une question, croyez-moi, que nous avons débattue, je vous le jure, avec tout le Sénat algérien. Des fois, on abuse, on dit l'Algérie, bon, on prend les nègres, les noirs, on fait. Mais non, quand on est là-bas, c'est pratiquement autre chose, notamment quand on discute avec les autorités. Alors, puisque le temps est très très court, naturellement, je ne peux pas développer tout cela,
Moi, je vous dis félicitations. Je dis félicitations aux frères Lancinet, camarades. Je sors d'une autre réunion, n'est-ce pas, où l'UFDG organise un tournoi. Il y a du monde hein, en Saint-Denis. D'accord? Là, je vais à la mairie de 20e, il y a DLG qui organise avec certains ministres. Et la semaine dernière, j'étais à Lille. J'étais à Lille avec le général Sekouba Konaté et d'autres ministres, d'autres leaders guinéens, etc., etc., etc. Aujourd'hui encore, il y a encore une autre manifestation qui se tient à Bruxelles. Malheureusement, avec tout ce que nous sommes en train de faire, on ne peut pas être partout. Je vous remercie, je vous dis félicitations et à très bientôt. Merci Campbell, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Mamadi Soumano. M. Mamadou Soumano, donc, qui est le président d'une association qui est habillée à l'africaine et qui va aussi nous apporter sa contribution. Merci d'être présent parmi vous. Je suis un chef traditionnel, un griot, un communicateur traditionnel. C'est ce qu'on appelle chez nous, nous sommes les garants de nos valeurs et de nos cultures en Afrique. Je vis en Europe, ça fait 38 ans. Mes enfants, ils sont nés, ils ont grandi ici. Mais moi, j'ai un héritage à transmettre. Quel est cet héritage? C'est ce que j'ai eu de mes aïeux. Donc, je peux vivre ici pendant 100 ans, je ne deviendrai jamais un Français. Je serai toujours un Africain. C'est-à-dire, je voyage pour apprendre et transmettre. Transmettre quoi? Transmettre ce que j'ai appris, les expériences. Nous avons beaucoup de chance. Vous qui êtes là aujourd'hui, c'est une richesse, parce que vous avez pensé que vous avez un devoir de vous lever et de faire face à cette réalité qui nous incombe à tous. Moi principalement, parce que c'est mon rôle à ce parce que ma mission n'est pas terminée. Elle va continuer avec vous, puisque je viens de vous rencontrer. En un mot, je veux vous dire merci. Merci à vous tous qui avez eu le temps nécessaire pour vous déplacer et venir écouter, venir contribuer à ce combat. Ce combat, c'est le combat de l'humanité. Parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi dans la vie. Nos enfants qui meurent dans les eaux, dans les mers, dans le désert, nous les voyons en images. Et pourtant, nous avons tous des acquis, des espérances qui peuvent être utiles pour l'humanité. Pourquoi ne pas se donner la main pour les associer et trouver une solution ensemble? Parce que c'est ce que M. Sarkozy disait en 2007. Ensemble, tout devient possible. Effectivement, quand on se donne la main, ensemble, tout devient possible. Impossible, d'après ce que j'ai entendu en France ici, n'existe pas dans la France. Et il y a un penseur qui disait, tous ceux qui vivent, ce sont tous ceux qui luttent. La vie de chaque jour est une lutte de chaque instant. Je viens de perdre une amie, une Marocaine, qui était une CPE au lycée Jean Jaurès à Sarcelles. Elle est partie éternellement parce qu'elle était discriminée, elle était harcelée. À 56 ans, elle est partie. Ça, c'est une vie qui vivait ici. Je viens d'avoir un neveu, que vous avez tous entendu l'histoire tout de suite, qui vient de se passer à Nantes. Ça, c'est Bokar Fofana, qui est un neveu à moi, pour lesquels les jeunes de mon quartier, je suis de Garde-les-Gonesse, j'ai créé cette association pour que les enfants sachent qui ils sont, quelle est leur valeur, quelles sont leurs valeurs, leur culture, parce qu'ils sont entre deux cultures différentes, ils ne savent pas où mettre le pied. Et ceux qui sont en Afrique, qui tentent de venir ici, pensent que ici c'est l'Eldorado. Non. L'Eldorado, c'est chez ceux qu'on va en Europe. Et cela est possible. Qui veut peut. C'est deux. Alors, comme donnez-moi de l'eau à boire, c'est facile. Donc, changer le monde aussi, c'est facile. Il n'y a que la volonté qui nous manque et la foi. Mais
je pense que nous avons la foi qui est là, chez M. Fati. Et moi, je suis chargé de la communication au Mandé. Ça veut dire dans le monde entier. Si je vis en Europe ici, c'est une des raisons. Parce qu'à travers vous aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'interventions à faire à l'UNESCO. J'ai eu à rencontrer des journalistes américains. On m'invite même aux États-Unis pour aller intervenir. Mais tout ça, ce n'est pas l'important. L'important, c'est où je suis. C'est ici que les choses doivent se passer. Et cela aussi, nous sommes unis. Moi, je suis un communicateur traditionnel, international. Donnez-nous la main et on changera beaucoup de choses. Je vous remercie. Très bonne conclusion de M. Soumano. C'est eux qui détiennent la tradition orale. Alors, donc, je vais maintenant passer la parole à Mme Yarasuba, donc, qui va aussi nous apporter sa contribution, surtout celle des femmes, parce que les enfants qui se noient, eh bien, elles sont aussi mères de famille, et elles vont nous dire leurs sentiments. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus et que notre combat soit un bon combat et que les enfants d'aujourd'hui puissent nous écouter demain. Moi, je parle aujourd'hui en tant que mère. Lorsque nous voyons nos enfants grandir et qui viennent ici, je souhaite que le président continue dans ce combat et qu'il arrive à convaincre la jeunesse ivoirienne à se séparer, à éviter le désastre que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est la prière d'une mère qui vous parle. Que ce désastre prenne fin le plus rapidement possible. Tel sera notre vœu. Nous, les mamans, on donne la vie, mais on ne souhaite pas la perdre aussitôt. Je vous remercie. En tant que maman, et puis aussi en tant qu'actrice sociale. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marie Touré. Je viens de Saint-Étienne. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On est tous tristes de cette histoire de nos enfants qui sont en train de se noyer dans le dos pour venir en France pour chercher leur bonheur. Vraiment, sans nous, les mamans, c'est difficile pour nous de voir nos enfants se noyer comme ça. Comme on disait que femme veut, Dieu le veut. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main vraiment pour aider cette jeunesse, de leur faire comprendre qu'il y a le bonheur partout. On peut la trouver partout. Ce n'est pas seulement en venant en Europe. Il y a des familles qui sont en train de se cotiser, de donner l'argent à leurs enfants, de dire allez en Europe. Ce n'est pas seulement en venant en Europe qu'on peut réussir dans notre vie. On peut créer des choses pour nos enfants, aller leur faire travailler dans le sang, créer quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent voir leur avenir en Afrique. Regarde la salle, je suis triste. Je suis triste surtout pour nous les femmes, je suis triste. Quand on va dire maintenant, venez dans cette salle, on va vous donner de l'argent, tout le monde va être là. Mais si pour se donner la main, de faire un combat comme ça, regarde la salle comme elle est vide. Je suis vraiment triste, j'ai honte. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, je suis vraiment contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui, que nos enfants se reposent en paix, que la paix vienne en Afrique. Avec vous, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Donc, vous avez entendu le cri de cœur de ces deux mamans donc, qui ont alerté l'opinion pour cette situation dramatique auquel nos jeunes vivent. Eh bien, donc, je vous annonce aussi l'arrivée de deux personnes que je viens de voir, M. Lansine Bamba, donc, qui est chef d'entreprise, il est ivoirien,
Madame Diakité aussi qui est arrivée. Et puis il y a également M. Roca Rollin, qui est journaliste centrafricain, qui est arrivé également. Alors, donc nous allons continuer parce que juste pour, on rappelle, juste l'année 2017, il y a 70 000 jeunes africains qui sont arrivés à la Sicile. L'année 2017, les chiffres de 2018 ne sont pas encore tombés, mais partiellement, il y a 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes qui se sont noyées jusqu'à présent, d'après les chiffres des ONG. C'est quand même très, très, très grave, c'est dramatique. Donc nous allons continuer. Après Madame Touré, donc nous allons donner la parole à Anastasia. Anastasie qui est là, qui est congolaise, République démocratique du Congo, que je salue, avec la présence de Monsieur le Président François Mboukou, qui est venu avec une forte délégation, parce que je vois beaucoup de gens autour de lui. Alors, je vous passe la parole, Madame Anastasie. Il l'a dit, je suis congolaise. Oui, pas seulement congolaise, je suis une mère, je suis une sœur. Je suis vraiment, en tout cas, une battante pour la cause africaine, la cause congolaise. Donc, je représente le mouvement de libération du Congo. Comme le nom le dit, pourquoi libération du Congo? Pourquoi nous voyons les gens, les jeunes gens, quitter l'Afrique pour venir en Europe? Mais pour attaquer un mot, il faut vraiment connaître d'abord les causes. Et si vraiment vous connaissez les causes, vous pouvez alors soigner, voilà, ce mot-là, vous pouvez l'indiquer. Nous voyons les jeunes, je ne vois pas un jeune qui de lui-même s'élève, il a tout chez lui, non, il se donne seulement le plaisir de quitter son pays et d'aller ailleurs. Peut-être pour les vacances, il y en a qui le font, parce que nous en voyons ici, mais qui vont aussi ailleurs, mais pour se balader. Mais la raison qui pousse les jeunes à quitter le pays, parce qu'ils veulent devenir adultes, ils veulent devenir des responsables. Ils étaient supportés par les parents, et à leur tour, ils veulent aussi devenir des parents responsables. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Dans nos pays, il y a des jeunes qui sont là, qui peuvent juste quitter leur pays pour aller se former ailleurs. Parce que la formation qu'ils préfèrent obtenir, ne se fait pas dans ce pays-là. Donc, ils veulent partir pour ça. Mais nous trouvons des gens qui sont formés dans ce pays-là avec des diplômes. Beaucoup de diplômes, hein, mais qui ne trouvent pas le boulot. En quoi serviraient alors ces diplômes-là? Pendant qu'ils étudiaient, c'était encore bien, parce que là, c'était une occupation d'aller à l'école. Mais on a terminé. Et on était supporté par les parents. Faut-il encore rester toujours chez les parents? Il faut aller ailleurs. Un jeune veut se marier. Un jeune, comment peut-il se marier s'il n'a pas de boulot? Alors s'il n'y a pas de boulot, il le regarde devant lui. Bon, il n'y a que la misère. Et parfois, il manque à manger. Il ne sait pas comment venir en aide à ses pauvres parents qui ont tout fait, qui ont sacrifié leur vie pour lui. Et alors, ils vont chercher ailleurs. Bon, raison économique, hein, bon, raison sociale, mais surtout, comprenez ce jeune-là, qui est dans son propre pays, mais qui voit l'insécurité, qui voit la guerre, la violence, tout tourne au vinaigre devant lui. Que peut-il faire? Il préfère maintenant quitter pour aller mieux. Il va chercher le bonheur ailleurs. Et peut-être qu'il n'a pas de moyens. Le peu d'argent que les parents avaient, même peut-être un terrain quelque part, il dit, mais vendons, comme ça, donnez-moi cela, je vais aller ailleurs. Mais il quitte pour demander même seulement le visa pour qu'on puisse l'accepter, c'est tout un problème. On ne demande pas alors, il va maintenant utiliser des moyens clandestins pour se retrouver dans ce pays-là. Et voilà qu'il meurt. Donc la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, bon, ce sont devenus maintenant actuels. Mais quand ils traversent, on les arrête et ils doivent encore rentrer s'ils ont la chance de rentrer. Mais qui est celui-là qui peut passer tout ça? Ceux-là qui gouvernent. Ceux-là qui sont là, eux ne s'occupent que de leur propre bien, de leur famille,
de ceux qui tournent autour des guerres, alors que quand il y a maintenant la guerre, eux en profitent. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En tout cas, nous regrettons. Utile pour l'Afrique, utile pour le Congo, pour tout ton pays. Regardons. Non, vraiment, nous ne pouvons pas accepter cela. Ça fait mal, effectivement, en tant que mère qui donne la vie mais qui voit maintenant ces gens-là mourir. Si je meurs en Europe là-bas, on va m'enterrer. Là, vraiment, j'aurai un cercueil. Tandis que si je meurs chez moi, on va peut-être me jeter dans une fosse commune. Et à tous ceux qui veulent un jour commander, diriger nos pays, mais qu'ils sachent qu'ils sont là, pas pour eux. La politique, ce n'est pas un endroit pour s'enrichir, mais c'est pour rendre les gens heureux, pour gérer des vies humaines. Merci, je vous en prie. Nous allons donc passer la parole à M. Sébastien Pérémoni. Donc Sébastien Pérémoni, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le président du parti de Jacques Cheminade. Jacques Cheminade qui a été candidat à la présidence. Qui est toujours candidat, parce que souvent je lui pose la question, est-ce que vous serez candidat? Président de Solidarité. Il a repris son place. Voilà. Alors, donc je vous passe la parole. Il est aussi l'ami de l'Afrique, parce qu'il fait beaucoup de pays d'Afrique, Sébastien. Et donc, alors, je voudrais d'abord remercier M. Camara pour cette invitation et excuser M. Cheminade qui malheureusement est en déplacement, il n'a pas pu venir en personne, parce que pour ceux qui ont suivi la campagne présidentielle française, il avait fait de cette question du développement de l'Afrique un des piliers fondamentaux de sa politique extérieure. Donc il s'excuse d'être pas parmi nous aujourd'hui, mais il m'a demandé de venir le représenter. Et j'ai été beaucoup touché par vos témoignages de maman. Et je suis assez content d'être ici et de représenter la France aussi, qui souffre avec vous, qui voit ça, qui voit que, contrairement à ce qui a été dit, l'Union européenne ne fait pas beaucoup. Et donc je suis très touché d'être parmi vous aujourd'hui et de vous montrer qu'il y a beaucoup de gens en France qui ne tolèrent pas cette situation. Alors je voulais donner un point de vue évidemment politique, un point de vue de ce que peut faire la France. Je ne parlerai pas évidemment de ce que doivent faire ou peuvent faire les pays africains. Et M. Cheminade dernièrement a rencontré la marche solidaire, ceux qui avaient organisé la marche de Vintimille en Italie jusqu'à Calais. Et il a publié à ce moment-là un document sur la question du droit d'asile et de la migration. Et je vais vous en lire quelques extraits, je vais vous en donner quelques points, sachant que je ne lirai pas tout, le temps est court. Mais pour ceux que ça intéresse d'avoir le document complet, évidemment, je reste à votre disposition. Donc dans ce document, M. Cheminade dit que face à cette situation où les êtres humains sont traités comme des coûts financiers et des variables d'ajustement, chez nous comme ailleurs et dans le monde, notre priorité absolue doit être de rétablir des principes à l'avantage de tous. Citoyenneté, fraternité, complémentarité. Nous nous battons donc pour la cause de tous ceux qui se trouvent dans un état d'exclusion et de misère intolérable. Le devoir d'hospitalité pour les demandeurs d'asile, devoir de justice vis-à-vis de tous les migrants, c'est à quoi nous sommes tenus en tant que citoyens français, au nom de nos propres droits de l'homme et du citoyen. C'est possible à deux conditions. Combattre ceux qui divisent les victimes, pour garder le contrôle de l'ordre inacceptable qu'ils nous ont imposé, et inspirer un ordre meilleur, un système gagnant-gagnant qui intègre chez nous et dans le monde. Cela suppose une politique internationale et une politique nationale cohérente, définie par le développement mutuel, capable d'assurer à la fois le développement des pays d'où viennent les demandeurs d'asile et les migrants, et les intégrer le mieux possible chez nous en leur donnant du travail productif. Nous devons également respecter nos engagements. La France a signé la Convention de Genève relative au statut des réfugiés qui prévoit qu'une personne qui demande protection sur le territoire d'un État signataire ne peut être refoulée à la frontière de cet État, même si elle est entrée de façon irrégulière. Nous devons appliquer donc ce que nous avons signé, ce que nous avons ratifié, sans exception ni prétexte, ainsi que l'affirment les défenseurs des droits de l'homme. Il est donc inacceptable de tenter de garantir l'étanchéité de la frontière italienne dans le déni des règles de droit. Et il est inacceptable, comme nous l'a dit Cédric Héroux lorsqu'on l'a rencontré, de présenter à des jeunes enfants des fichiers pré-remplis
en leur faisant signer le document disant qu'on va les ramener en Italie parce qu'on ne les accepte pas en France. Et souvent les gens soit ne savent pas lire, soit ne savent pas, on leur fait signer ça et on les renvoie tout de suite en Italie sans qu'ils aient le temps de faire les démarches de base pour venir être accueillis en France. Deuxième point, le délit de solidarité dont on a beaucoup parlé doit être supprimé, puisqu'il avait été envisagé dans la loi Exil et Immigration. Je sais qu'ils ont reculé sur cette question-là, mais le fait même d'envisager qu'il puisse y avoir un délit de solidarité dans le pays des droits de l'homme est quelque chose qui dépasse l'entendement. D'un point de vue plus pratique, il faut évidemment assurer pour ce qu'on appelle les primo-arrivants dans le jargon français, des heures d'apprentissage de la langue française, des cours d'instruction civique. Il faut limiter les délais de flottement, puisque en fait, entre la demande du droit d'asile et son obtention, c'est les moments les plus difficiles pour les gens qui arrivent sur le territoire français, et ils se trouvent trop souvent dans un état de détresse humaine et même parfois de malnutrition inimaginable. Partie Solidarité et Progrès de réduire à 3 mois les délais d'instruction de l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, grâce à l'augmentation fait à la va-vite. Réduire ensuite de 2 à 3 mois après le dépôt de la demande la possibilité de travailler légalement, rejet de la demande, rétablir le délai d'appel à 1 mois, nécessaire pour les demandeurs connaissant mal les procédures et mal informés. Il est de plus en plus difficile de distinguer entre réfugiés, demandeurs d'asile, dans la situation internationale, migrants économiques, migrants climatiques. L'Union européenne et la France prétendent faire un tri migratoire mixte, comme on les appelle, exigent une politique globale. Dictature de la faim et dictature politique étant toutes des dictatures, c'est cette politique que nous devons remplacer ici et là-bas. Dans le monde, on doit sortir d'une logique de géopolitique et monétaire, dans laquelle les gagnants cherchent à rafler toute la mise et exploitent de plus en plus les perdants, pour passer à une logique de développement, l'eau potable pour tous, la reconstruction du Proche et du Moyen-Orient, au sein d'un nouvel ordre économique et monétaire international. Arrêter les habitudes monétaires imposées aux pays de l'Afrique francophone par un franc CFA, devenu de fait un euro CFA, et bloquant le développement de l'Afrique et attentatoire à sa souveraineté. Il faut soutenir une politique mondiale de développement mondial, dont les nouvelles routes de la soie tracées par la Chine sont une esquisse à l'échelle de chaque pays. Dans ce contexte, les migrations, soyons honnêtes, ne cesseront pas, car nous en aurons besoin quand le développement l'exigera. Mais elles pourront être organisées dans un intérêt mutuel. Enfin, pour finir, au niveau mondial, la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aura lieu en décembre en France, doit être l'occasion de faire connaître les propositions qui ont été discutées et le document qui sera produit pour consacrer l'hospitalité comme un principe juridique régulateur des mobilités humaines, permettant l'intégration et la maîtrise de l'accueil. Il faut aussi faire de la pédagogie. C'est un exemple que nous employons souvent. Chez nous, en France, 2 ampoules sur 3 fonctionnent avec l'uranium qui provient du Niger. Or, au Niger, seulement 14% de la population a accès à l'électricité. Ce n'est pas un ordre gagnant-gagnant. Voilà ce que c'est la vraie situation de la politique de l'Union européenne et de la France. Telle est la mesure du défi à relever, par rapport et au-delà du droit d'asile, car la circulation des êtres humains sur notre planète révélera qui nous sommes et au regard de notre rôle dans le monde. La coexistence pacifique entre les peuples et les êtres humains est toujours assurée par des rapports d'intégration et de complémentarité, jamais de rejet et d'uniformisation. Je vous remercie. Alors, merci Sébastien, merci donc pour la maîtrise de ce dossier africain et puis aussi l'implication de votre parti pour le développement du continent. Donc maintenant, nous allons passer la parole à François Mboukou. Donc François Mboukou, il est le président d'un parti politique et vous le savez qu'il y aura des élections au Congo, si tout va bien, avant la fin de l'année. Et cette photo, l'arrivée de M. Kabila Père, qui est affichée ici par le président Lansana Camara, donc avait suscité beaucoup d'espoir de la part des Congolais, mais malheureusement cet espoir a été déçu et aujourd'hui les Congolais sont très perplexes et Anastasia et Mboukou font le même combat même s'ils ne sont pas dans la même structure. Donc François Mboukou sera certainement le prochain candidat à la présidence de la République, raison pour laquelle il est là. Merci, bonsoir à tout le monde.
Je suis M. François Boukounkassa, je suis le président de l'Union des Congolais de la diaspora et je suis aussi président d'un mouvement Front des militants congolais. Donc l'Union des Congolais de la diaspora, c'est une fédération de plusieurs partis, de plusieurs mouvements politiques et nous sommes en train de militer en France depuis plusieurs années, dont je remercie l'Union internationale des journalistes africains avec son président, M. Lassine Camara. Et je suis content de revoir ma sœur, ma compatriote Anastasie. Et donc, je suis touché par rapport à tout ce qui s'est dit ici. Effectivement, nos jeunes sont en train de partir, ils sont en train de quitter l'Afrique en croyant que c'est l'Europe, c'est en Europe où tout est, où l'Eldorado c'est l'Europe. Mais je me rends compte que dans nos pays africains, nous avons des présidents qui sont élus. Et ces présidents n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités de gérer leur population. La politique, c'est aussi de gérer la cité. La gestion de la cité, c'est de donner une vie meilleure à d'autres personnes, aux compatriotes qui sont avec vous. Mais nous avons constaté depuis plusieurs années qu'il y a un problème, c'est-à-dire que les jeunes qui quittent l'Afrique n'ont plus d'espoir. Moi, je pense que c'est un sentiment de désespoir. C'est un sentiment comme si un parent, dans une famille, nous avons un père et une mère. Et comme si, quand les parents n'assument plus la responsabilité, les enfants sont en train de trouver des solutions, partir ailleurs. Et donc, moi, je m'adresserai ce soir au président africain, je veux dire. Nous avons constaté que ces présidents, lorsqu'ils sont en train de travailler ou de faire leur campagne, ou de prêter leur serment, ils disent que je jure fidélité, de respect de la Constitution. Ils disent aussi que nous allons défendre la nation, nous allons défendre nos populations. Mais lorsque ces présidents arrivent au pouvoir, la donne change. Ces présidents commencent à s'écarter déjà de la population qui les ont élus. Ils commencent à donner la répression contre cette population. Et bien voilà que nos jeunes n'ont plus d'espoir. Et nous sommes l'espoir de demain. Nous devons nous battre pour que l'Afrique revienne, pour que cette Afrique, les Africains puissent aussi bénéficier de leur dû. Et leur dû, nous savons que l'Afrique, c'est là où il y a les matières, toute la matière, tous les minéraux, pardon. Nous avons vu, il y a le cobalt. Aujourd'hui, le cobalt, c'est tout à fait, tout simplement, pour la mutation de la voiture électrique. Et donc, le cobalt vient du Congo. République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo regorge plus de 50 ou 80%, si je ne me trompe pas, du cobalt dans le monde. Eh bien, nous savons que la République démocratique du Congo peut nourrir l'Afrique et d'autres pays du monde. Et la République du Congo, c'est un éléphant qui est par terre. Et nous, ici, nous sommes en train de militer pour dire que nous avons assez avec celui qu'on appelle le président Kabila. Et aujourd'hui, nous avons vu la photo qu'on nous a présentée de Laurent Désiré Kabila. Nous connaissons l'histoire, je ne suis pas là pour étaler l'histoire, mais nous sommes la nouvelle génération. Nous demandons aujourd'hui à tous les Africains de nous tendre la main d'abord, parce que nous n'allons pas toujours dire tout le mal qui se passe en Afrique, c'est à cause des Européens ou des Occidentaux. Bien sûr, il y a des multinationales qui sont là en train de porter encore un coup de massue à nos populations. Ça veut dire qu'ils investissent dans des entreprises. Et ce que nous voulons, c'est quoi qui est. Et donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour que l'Afrique se développe. Mais si nous n'arrivons pas à bien gérer nos populations, mais qui vont subir le malheur? C'est les mêmes personnes qui pleurent aujourd'hui en Europe. Ils disent que les Africains, ils quittent l'Europe, ils viennent ici. Nos populations, les populations européennes ne comprennent pas pourquoi ces Africains quittent chez eux. Mais moi, je suis là pour dire aux Européens que si nos populations africaines quittent l'Afrique, parce qu'il y a des multinationales qui envahissent nos pays. Et ces multinationales, ils ne veulent pas qu'il y ait une équité. Et nous demandons quoi? Nous demandons l'arrêt de guerre. Nous demandons le respect des constitutions dans tous les pays africains, en commençant par la RDC. En RDC, nous avons un président qui s'appelle Joseph Kabila. Et ce président qui n'a rien respecté depuis le commencement. Mais nous sommes en train de voir que l'ONU est en train de... On ne comprend même plus parce que le monsieur a tout fini. Il a tout fait. Maintenant, il n'a plus rien qui le détient. On attend, entre guillemets, les élections. Mais ces élections-là, déjà, il y a des machines à voter que nous
nous n'acceptons pas. Et moi, actuellement, je ne suis pas encore officiellement candidat parce que les élections ne sont pas des élections crédibles. Et nous sommes en train d'avancer dans ce sens-là. Nous voulons que tout se passe comme ça a été prévu, les respects des accords de la Saint-Sylvestre. Ça veut dire que Kabila ne pouvait plus se représenter comme candidat. Et donc, nous ne parlons pas de l'alternance, nous voulons l'alternance qui est vraiment un vrai changement, qui est vraiment un autre président qui doit se présenter. Donc, ici, je vous demande, vous tous qui êtes là, vraiment de tenir cette information, de pouvoir informer d'autres nations africaines. Et nous voulons aussi faire la tournée, d'aller voir dans la région du Grand Lac, de pouvoir rencontrer tous les chefs d'État africains au niveau du Grand Lac pour pouvoir parler. Parce que l'histoire du Congo, c'est aussi nos voisins. Et nous sommes obligés de parler avec nos voisins. Et ici, j'appelle les Congolais à ne plus avoir ces messages de la haine, mais de pouvoir chercher comment nous allons trouver des solutions. Sans les dialogues, nous n'arriverons pas à avancer. Voilà ce que nous proposons, de pouvoir aller dans la région. Et je demande votre soutien aussi, de pouvoir nous aider pour avancer, pour pouvoir parler avec tous ces chefs d'État, pour pouvoir trouver des solutions pour qu'il y ait l'arrêt des guerres et qu'il y ait l'arrêt des viols. Parce que nos mamans sont violées, la femme africaine, c'est elle qui détient la famille. La femme africaine, c'est la base de la famille. Mais aujourd'hui au Congo, en RDC, on viole, on massacre, on tue. Et on fait tout ce qu'on est en train de faire pour que les pays puissent ne pas aller de l'avant. Pour détruire un pays, pour finir, pour détruire un pays, il faut s'attaquer à l'éducation. Dans notre pays, l'éducation est détruite. Et quand vous détruisez l'éducation, il faut attendre 20 ans. Et vous verrez que le pays est par terre. Voilà ce qu'on est en train d'amener chez nous. Un pays si riche. Le Congo pèse 24 000 milliards de dollars. Le Congo, il est le deuxième pays au niveau de la densité natalité au Congo, en Afrique, pardon. Et donc, mes frères, et donc, je vais finir pour ne pas monopoliser la parole. J'ai juste mis quelques mots pour vous dire, dans tout ce que j'ai dit, il existe une forte présence du flux migratoire au sein même de l'Europe. Pourquoi est-ce que les gens, en convenance du continent africain, migrent-ils en direction de l'Europe? Plusieurs vecteurs expliquent cela. Le conflit armé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le manque d'emploi, la misère, le chômage, la misère, la situation sociale difficile, qui amène ces jeunes à fuir tous ces fléaux en allant vers l'Europe, en recherchant d'une meilleure condition de vie. Donc j'ai essayé de tout dire. Alors, ce que j'ai voulu dire, qu'ils pensaient que c'était l'Eldorado qui vont venir ici. Mais ici, nous allons construire l'Afrique. Nous avons besoin de ramener les savoirs, c'est-à-dire de pouvoir amener ces savoirs que nous avons réussi en Europe pour pouvoir reconstruire l'Afrique. Donc voilà, notre souhait, c'est d'avoir un monde nouveau, c'est de donner de l'espoir en Afrique et que les Africains puissent comprendre qu'ils ont tout pour mieux vivre chez eux. Et que nous, ici, nous avons compris que ce n'est pas le même monde. Eh bien, nous voulons la justice sociale. Nous voulons que les gens puissent vivre mieux chez eux. Quand les gens vivent mieux chez eux, ils peuvent aussi évoluer. Eh bien, nous voulons que l'Afrique vraiment gagne et que l'Afrique aille de l'avant. Je vous remercie. Merci. Tombeau à ciel ouvert. Mais j'ai entendu aussi beaucoup de choses. J'ai entendu combien nos pays, combien nos dirigeants doivent faire quelque chose pour apporter un avenir à tous ceux qui vivent là-bas. C'est quand même assez impressionnant de croire qu'au XXIe siècle, nous arrivons encore à pouvoir lutter contre la traite des êtres humains. C'est déjà notre régression propre. Et pour cela, mes chers amis, ce qui se passe dans cette zone, on ne va pas simplement aujourd'hui encore nous poser les questions à savoir que font nos pays. Alors je vous invite tous à ce que nous tous nous puissions penser qu'est-ce que nous devons faire pour ces pays-là, pour que ce ciel, ces tombeaux ne puissent plus exister. Nous sommes quand même au XXIe siècle. L'essentiel de tout ce que nous devons penser,
c'est aussi de voir, à partir de ce qui s'est passé en Libye, qui a éveillé certaines consciences, et pourtant, il se passe cela depuis déjà des décennies. La migration n'a pas commencé avec ce qui se passe en Libye, ou bien avec ce qui se passe en Méditerranée. Elle a commencé depuis la nuit des temps. Déjà par la conquête de l'être humain à toujours vouloir d'autres territoires, et en même temps aussi par cette volonté d'un avenir meilleur, d'une volonté de trouver des bonnes solutions. Alors, notre Afrique, notre continent, cette grande île est pillée. Oui, elle est pillée de telle façon qu'elle amène ses ressortissants, sa jeunesse, ses forces vives à pouvoir prendre des risques et à périr en mer. Et pourtant, ce continent n'est pas pauvre. Que faudrait-il faire? Une révolution de la mentalité ou des mentalités ne serait peut-être pas suffisante. Mais prenons acte de cette action que nous menons pour pouvoir encore plus contribuer et donner des forces aussi à ceux-ci. Parce que le continent en lui-même, c'est pas seulement la mauvaise gouvernance, c'est beaucoup de choses, on ne va pas en faire une liste, et je ne vais pas m'étaler aussi longtemps parce que j'aurai à dire pendant des heures. Les éléments politiques, les éléments démographiques, nous les vivons. La révolution agricole, nous la vivons. La révolution démographique, nous la vivons. Cette Afrique va atteindre des milliards de population. Que pensez-vous qu'on puisse faire? Qu'on les envoie tous encore sur l'Atlantique, la Méditerranée, ou bien l'océan Pacifique ou Indien? Et ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que nous devions faire tous cet effort de partager et de construire un avenir plus simple, plus digne, pour en même temps partager des valeurs et des bonnes choses qui nous ressemblent. Parce que nous qui sommes ici, ceux qui sont là-bas aimeraient avoir la même chose. Ils ont le devoir, ils ont le droit. Je vous invite donc ainsi, mes chers frères et sœurs, à ne pas limiter vos combats. Les combats sont énormes, ils sont longs, ils ne s'arrêteront pas demain. C'est pour ça que notre silence serait coupable. Alors remuez-vous, et au moins par cet hommage, des choses sont entendues et seront dites et répétées. Je vous remercie. Merci. On va continuer à avancer. Nous allons appeler M. Amadou Sylla. Amadou Sylla, donc, qui est un acteur associatif, qui est donc quotidiennement en contact avec ces migrants et qui va aussi nous donner ses sentiments. On rend hommage à la mémoire des jeunes Africains qui périssent dans les océans. C'est quand j'ai écouté les mamans qui parlent, c'est le cœur qui parle. C'est très profond, mais encore une fois, il n'y a pas à se plaindre. Je pense que après moi je suis en contact permanent avec les gens qui fouillent la misère, qui sont dans la misère, à qui il faut aider à s'intégrer, à qui il faut aider à parler français, à qui il faut aider dans le parcours d'intégration et peut-être de régularisation. Ce que j'apprends, c'est énorme aussi à travers ces gens, parce que c'est des jeunes vaillants, courageux, déterminés, que rien ne peut arrêter, parce que tout simplement pour avoir pris le chemin le plus périlleux pour arriver ici. Donc ces jeunes-là, ils sont tellement déterminés dans le combat que souvent on a l'impression qu'on ne voit pas trop. On ne voit pas trop, on a l'impression de ne pas tenir compte effectivement de cette détermination. Mais alors, moi ce que je veux dire, souvent je me dis, nos dirigeants, l'Afrique est responsable quelque part. L'absence d'espoir, l'absence de démocratie, la confiscation des pouvoirs quelque part. Et aujourd'hui encore, on est en train de constater des cas, des faits de violation de constitution dans notre pays qui n'est rien d'autre qu'une volonté de confisquer le pouvoir. Et quel doit être notre rôle, nous? Parce que nous sommes là, on parle, nous sommes de la diaspora, quelque part. Quel doit être notre rôle, notre responsabilité? Quelle pression pouvons-nous, en tout cas, exercer pour que ces États-là, ces gouvernants,
puisse quand même comprendre que aujourd'hui, dans ce XXIe siècle, prendre le pouvoir, demander le suffrage de ses compatriotes, c'est servir ces compatriotes-là. C'est de ne pas vraiment partir dans l'optique de dire je m'enrichis et que je vais laisser propager la misère davantage et le désespoir au point que ces populations encore n'en veulent plus et puis veulent partir. Je crois que c'est une réflexion multiple. Il faut quand même que c'est très sérieux ce qui est en train d'être dit ici et je crois que l'acte est très 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 fondamental. Moi, à mon avis, je crois que ça ne doit pas se limiter dans cette salle. Il faut que l'union des journalistes, puisqu'il y a des initiatives aussi importantes que vous prenez, que vous puissiez les décentraliser. Aller à l'encontre des acteurs associatifs, aller dans les quartiers populaires, aller à la rencontre des acteurs associatifs, des parents, des migrants, poser le débat, débattons ensemble, réfléchissons ensemble. Je crois que c'est dans cette dynamique-là qu'on pourra effectivement peut-être se projeter vers des solutions d'avenir beaucoup plus conséquentes. Moi, je crois que c'est cette réflexion, en tout cas, cette suggestion, je fais cette suggestion-là pour que ça ne s'arrête pas là, que ça ne soit pas tout simplement une journée extrême, mais que ça se propage. Et de ce point de vue, nous, en tant qu'acteurs associatifs, en tant qu'acteurs locaux, nous sommes tout à fait partie prenante pour voir comment on peut réfléchir, ne serait-ce que sous forme de conférences, sous forme de séminaires, et puis en présence aussi des jeunes qui viennent ici, en présence de ces jeunes-là, discuter, voir un peu de ressenti, voir un peu. Je crois que c'est de cette manière-là aussi qu'on pourra effectivement faire bouger les lignes et puis peut-être faire bouger les décideurs. Merci. Merci beaucoup. Donc, M. Silad est un acteur associatif, il est au courant, vous serez aussi informé immédiatement. Alors, donc, nous allons inviter maintenant M. Lansine Bamba, donc, qui va aussi parler au nom des jeunes, parce qu'on parle donc des jeunes africains qui malheureusement se noient en tentant de regagner l'Europe, mais ceux qui sont déjà ici, donc il va nous parler et je crois qu'il aura un message d'espoir à nous faire passer. Monsieur Bamba. Bonsoir, bonsoir les amis. Nous sommes en Afrique, on parle de l'Afrique. Je suis très attaché aux traditions de l'Afrique parce que je suis profondément lié à la culture. Et dans ma culture, on nous dit qu'un enfant n'a pas le droit de prendre la parole lorsque les stages sont pris. Nous sommes en Afrique parce que, bien que nous soyons dans une salle parisienne, nous rendons hommage à des jeunes Africains et aux femmes africaines qui périssent dans la Méditerranée. Attaché aux valeurs culturelles de Chaumont, je ne peux pas prendre la parole en présence des sages et des moments sans toutefois demander leur bénédiction et leur autorisation. À cet effet, donne l'autorisation. Okay. Merci. C'est vrai que l'Union nationale des journalistes africains me permet de prendre la parole, ce qui n'était pas initialement prévu. Au nom de la jeunesse, moi je ne prétends pas représenter la jeunesse africaine. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est de parler peut-être à mon propre nom. Parce que la jeunesse, elle est multiple, elle est diverse. Il n'y a pas une jeunesse, il n'y a pas quelqu'un qui puisse représenter cette jeunesse sur cette problématique. Parce que le problème est beaucoup plus profond. Ce qui m'amène déjà à remercier cette initiative et puis à remercier le représentant de M. Cheminade, mon cher ami, et remercier les mamans qui sont ici présentes et tous les participants. J'ai noté dans les différentes interventions que la problématique est liée à plusieurs éléments. Ça se pose la question de savoir si ce sont nos gouvernants qui sont responsables de ce fait, ou aussi de l'autre côté, c'est l'Union européenne qui en est responsable, ou en un mot, qui est responsable de ce qui se passe au niveau de la Méditerranée par cette migration dite clandestine. Je m'en vais avec vos bénédictions interroger cette station de Joseph Kizerbo qui nous demande de sortir, d'arrêter de dormir sur la nappe des autres. Ça voudrait dire quoi simplement? Lorsque
nous nous invitons à réfléchir dans la peau des autres, nous nous invitons à marcher dans la peau des autres, ça voudrait dire simplement que les choses que nous voudrons pour nous ne viendront jamais. Autrement dit, ça voudrait dire simplement une maison qui est équipée par les meubles d'une autre personne est une maison vide. Simplement parce que le jour que je voudrais bien M. Lassana Camara équipe ma maison par ses meubles, le jour qu'il n'est pas content avec moi, il viendra vider ma maison et ma maison restera vide. Qu'est-ce que je voudrais vous partager? C'est que les dirigeants chez nous, évidemment, il y a des institutions qui existent, il y a des mécanismes qui existent, mais qui ne prennent pas peut-être forcément en compte les aspirations du peuple. On a parlé tout à l'heure des questions de constitution, on a parlé tout à l'heure des dirigeants. Donc, nous, en tant que jeunes, et aujourd'hui l'Afrique regorge plus de 60% de sa population qui est jeune. Et la question qui doit se poser ensemble, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que cette situation n'arrive pas? Est-ce que les acteurs politiques, à eux seuls, peuvent résoudre ce problème? Moi, j'ai des conditions que non. Ce fut un temps que le gouvernement ou les dirigeants pouvaient trouver de la fonction publique pour tout le monde parce que la population n'était pas aussi élevée. Ce fut un temps que les dirigeants de nos différents pays pouvaient permettre d'accompagner des gens parce que la population n'était pas aussi élevée. Je prends le cas simple de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays. Il y a eu un moment et tout le monde disait que je voulais forcément travailler à la fonction publique. Il y avait moins de 10 millions de population à un moment. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 23 millions de population. Et à côté de ça, évidemment, les acteurs politiques ont leurs responsabilités. Mais ce que je voudrais dire, nous-mêmes en tant qu'acteurs de la société, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que chefs d'entreprise, c'est à nous de nous interroger parce que nous avons la chance d'être en Europe, d'être formés, de dire qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos différents pays. Contrairement à ce qui s'est dit, c'est vrai que c'est... Est-ce que ce sont des gens qui ont perdu l'espoir? Je pense que le problème est beaucoup plus profond. Pour avoir étudié la question. Il y a des gens qui travaillent bien, qui ont de l'air salaire qu'ils peuvent avoir, peut-être par semaine, peut-être par mois, à hauteur de plus de 300 000 francs CFA comme salaire, mais qui se disent qu'il faudrait que je parte en Europe. Parce que nous-mêmes qui sommes en Europe, lorsqu'on va pendant les vacances, on va les faire miroiter l'œil, que non, l'Eldorado se trouve en Europe. Interrogeons nous-mêmes avant de critiquer ceux qui sont de l'autre côté. Moi, en tant que jeune, je pense que la jeunesse n'est pas l'avenir de l'Afrique. La jeunesse est le présent de l'Afrique. Lorsqu'on va mener nos réflexions, ne réfléchissons pas que la jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Ça nous met en porte-à-porte avec les dynamiques de développement. Réfléchissons en nous intégrant que la jeunesse est le présent de l'Afrique. Évidemment, ça m'amène au deuxième élément de mon intervention, c'est de dire qu'il ne doit pas avoir de guerre de génération. Parce que l'Afrique est ce continent merveilleux qui, encore une fois de plus, comme je disais Joseph Kizerbo, vous allez me dire que j'aime bien Joseph Kizerbo, est l'ustensile des autres continents. On va se plaindre que les multinationales viennent puiser leurs richesses en Afrique. Mais nous sommes dans des guerres économiques. Les entreprises iront chercher l'économie où ils pensent pouvoir trouver l'économie. Nous, en tant qu'Africains, c'est de réfléchir comment nous pouvons faire. Nous sommes ici en Europe. Qu'est-ce que nous faisons ici pour avoir des parts, des actions dans les entreprises européennes qui sont ici pour peser sur les prises de position politiques ici en Europe? Donc, ce que nous faisons de mieux, c'est de nous attaquer entre nous en tant qu'Africains. C'est de nous anéantir en tant qu'Africains. C'est de tout mettre en œuvre pour ne pas que X, qui est en train de réussir, ne puisse pas réussir. Pourquoi lui, il réussirait et ce n'est pas moi? Donc déjà, c'est à partir de cet instant qu'on doit s'interroger comment mettre en place une intelligence collective, productive, pour que ce mal, malheureusement, qui arrive, ne puisse pas arriver. C'est à partir de là. Donc voilà, c'est un petit témoignage. C'est de créer des conditions de travail, parce que ce qui fait que nous, on a dit tout à l'heure, chef d'entreprise. Aujourd'hui, mon entreprise est présente en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Cameroun. Ce sont des jeunes au plan local qu'on emploie.
Parce que c'est du temps que nous, en tant que prudents, ne créons pas sur ces conditions-là, les jeunes viendront toujours à l'extérieur. Donc voilà un ensemble d'éléments que je pourrais partager avec vous. Moi, j'ai l'espoir que l'Afrique va s'en sortir, mais pas uniquement avec les jeunes, pas uniquement avec les femmes, pas uniquement avec les sages, mais tous réunis ensemble, dans une intelligence collective, on pourra véritablement avancer. Merci. Merci beaucoup, M. Bamba, donc, de ce témoignage poignant. Alors, donc, je vous informe de la présence de Mme Aminata Kielo, qui est burkinabé, et donc, qui a travaillé pour Docteur Kielo, hein, donc, qui a travaillé pour différentes structures des Nations Unies, de l'Union africaine, et qui connaît très très bien la géopolitique africaine, mais elle est très très discrète. Hein. Elle m'a informé donc, de son retard. Donc nous allons donner la parole donc, à Mme Diakité. Mme Diakité, donc vous avez la parole. Merci à l'ancien camarade de m'avoir invité. Donc je suis Mme Yacine Diakité, militante associative depuis les années 70. Et j'ai été pendant 6 ans maire adjoint de ma vie et à ce titre en charge de la question des migrants, entre autres, puisque je me suis aussi occupée de la vie associative et j'ai été à l'origine de la création du Conseil des résidents étrangers et j'ai été à l'Assemblée nationale justement pour la première lecture de la loi sur le droit de vote des étrangers. On s'est beaucoup battu, malheureusement, M. Hollande n'a pas répondu à notre attente. Voilà, donc je continue, je ne suis plus maire adjoint, mais je continue mon travail de militantisme, surtout au sein du FORIM, qui est le Forum des organisations non gouvernementales issues de l'immigration et qui travaille justement sur la question des migrations. Voilà. Je pense que c'est dites la vérité à ceux qui sont restés. Parce que quand on arrive, nous, avec nos beaux habits, on ne dit pas comment on l'a eu. Voilà, on fait, c'est le paraître. Hein. On donne l'illusion qu'on vit dans l'opulence et on n'ose pas dire la vérité alors que des fois on a d'énormes difficultés. Et à ce titre, d'ailleurs, j'avais interpellé une ministre sénégalaise des Sénégal de l'extérieur pour lui dire mon souhait qu'il y ait un film. Et ça... ne traverse plus dans des conditions inacceptables. Mais c'est aussi un des moyens de pression. Un des moyens de pression, c'est la diaspora. Comme vous dites, madame, arrêtez de jouer là-bas, je vais là-bas, moi je mets mon pagne ici, là, j'ai l'air d'un Africain pour les Blancs, là, puisque j'ai mon pagne. Il est beau, oui, mais j'adore les chemises africaines. Hein, mais je le mets pour moi. Je ne le mets pas pour... Je le mets parce que j'aime ça. Il aurait pu être indonésien, il aurait pu être belge. Mais on arrête aussi, à ce moment-là, de retourner en Afrique et de dire, moi je suis un patron à Paris, j'ai une BM, j'ai machin, j'ai tout. Il faut que nous aussi on le passe, l'Européen. Qu'on essaye aussi de faire tomber les masques. Hein? Alors il y a différents moyens, il y a les moyens associatifs, politiques et autres. Je vous dis honnêtement que je ne crois pas beaucoup aux moyens politiques. J'ai rarement vu des partis politiques s'impliquer là-dedans, véritablement. Même s'il y a des gens comme M. Perimoni qui font un travail excellent et énorme. Ah, mais quand on voit le travail de Sarkozy, de Hollande ou d'autres, on n'a pas de leçon à donner aux mauvais gouvernants africains. Mais on peut, nous, à travers la diaspora, à travers les quelques Européens qui y croient, parler de la mauvaise gouvernance. Arrêtez aussi de faire semblant de ne pas voir, parce que quand même on sait ce qui se passe partout, au Togo, on sait ce qui se passe chez Kabila, on sait ce qui se passe, les femmes massacrées dans le Kivu, et ça je crois que c'est des choses qu'on doit dénoncer à travers ce que fait le travail de M. Camara et autres. Voilà, alors je vous dis, moi je fais que de l'information, là quand je parle aujourd'hui, c'est pas Luc Africa en fait. Luc Africa, c'est une association qui transmet des informations. Là, c'est Luc Carvalesrier qui parle, c'est moi. Si je le fais, c'est que j'ai ces raisons-là au fond du cœur. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, si on a des événements, des colloques, des conférences, souvent on lui envoie le message et il le dispatche auprès d'autres associations, d'autres personnes. Voilà. Et donc, je vais juste donner la parole à M. Fati, et le président Camara va conclure parce que nous nous approchons vers la fin. M. Fati. Je vous dis que M. Fati est aussi un acteur associatif et donc des sages. Hein. Allô? Bon, je veux saluer à tout le monde parce que moi, mon français n'est pas bien clair. Si vous voulez bien avoir l'intermédiaire qui traduire mon parole. Voilà. Sauf que c'est. Sorry. Oui. Après, je suis bien content. Parce que nous avons une personne de balamage. Mon camarade, parce que nous avons télévisé, nous avons dit que nous avons faire le dire, nous avons fait un vote. Parce que nous avons fait le faire. Donc, fais-moi ça, les services d'État le manquent pour Qatar. Parce que nous avons montré que nous avons dit que nous avons fait. La première, nous prolongeons le game. Europe est à côté d'Afrique là. Afrique vraiment paraît qu'Europe. Si nous devons faire le Wajawat, nous devons faire le Wajawat. So les deux aussi supporter non. Ah, pas moyen de sortir, c'est vous qui l'avez dit. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Merci. Il y a un problème au monde. Et ça se transfère au monde. Alors, M. Fati disait, quand je vois à la télé les morts, et ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce que, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Donc, quand l'Europe dit aider l'Afrique, ce n'est pas vers les gouvernants qu'il doit aider, c'est plutôt les acteurs associatifs pour que l'Afrique se développe. Donc cela le rend triste, très très triste. Et donc il dit que l'Europe ferme les yeux, les gouvernements africains également ferment les yeux, et en même temps les jeunes morts au fond de la Méditerranée. Et en tant que père de famille, cela franchement le fait très très mal. Voilà. Alors donc nous allons donner la parole au président Camara pour conclure. Et donc en tout cas, moi personnellement je vous remercie. Donc tout ce qui est dit ici est retenu et je pense que tout cela sera transmis parce que c'est filmé et que le reste du monde apprendra ce qui a été dit ici. Monsieur le Président. Mes chers amis, il n'est jamais tard pour bien faire. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous ces journalistes qui sont ce qu'on appelle des résistants de la plume. C'est la mauvaise information qui est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Les mauvais journalistes qui ne disent pas la vérité à nos populations. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des résistants de la plume. Je voudrais d'abord rendre hommage à l'intelligence d'Abidjan. C'est un journal qui, jour après jour, en Côte d'Ivoire, explique ce que doit faire la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire. C'est un journal qui a toujours travaillé dans l'apaisement. Et le journal qui s'appelle L'intelligence d'Abidjan, je sais que c'est la nouvelle façon d'informer. Nous allons en septembre prochain, à Abidjan, du 5 au 9 septembre, faire le forum des médias d'Abidjan. Et là, avec mon ami Wakili Alafé, avec son équipe, nous allons enfin aborder le problème de l'immigration. Il n'est pas normal que certains chefs d'État qui se sont enrichis illicitement viennent acheter des appartements à Paris, vont acheter des appartements à Londres, au lieu de construire les hôpitaux. Leurs familles, naturellement, ces familles-là vont se soigner aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut dire aux Français,
les biens mal acquis dont on parle tout le temps. Et c'est ça, les résistants de la plume, les vrais journalistes. C'est bien mal acquis, de Bongo, de Sassou Nguesso. C'est ça la vérité, et de beaucoup d'autres. Mais il faut les revendre. Il faut revendre ces biens mal acquis et aller construire des hôpitaux à Libreville, que ce soit aussi à Brazzaville, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut dire ça aux Français. Tant que ces biens mal acquis restent entre certaines associations et la juridiction française, honnêtement, c'est de la poudre aux yeux. Il faut dire aux Français, revendez tous ces appartements qui sont le fruit du travail des Africains, il faut les revendre et restituer ça aux populations concernées. Ça, c'est l'une des solutions. Écoutez bien, Kabila doit partir. Pourquoi? En Gambie, l'Union africaine, la communauté internationale et naturellement l'Union européenne, l'ONU, ils se sont mis d'accord pour dire Yahya Jammeh, ça suffit. Il est parti, oui ou non? Oui, c'est vrai. Alors, si on a fait ça pour la petite Gambie, on doit le faire pour la grande République démocratique du Congo. C'est possible. Kabila n'est plus chef d'État. Il n'est pas élu. Et c'est la mafia. Il prend là-bas les produits, évidemment, que vous connaissez, les matières premières, il les vend avec la mafia. Et finalement, il crée des zones de guerre. Si un ressortissant de la République démocratique du Congo vient en France ou en Belgique, il faut l'accueillir, puisqu'ils soutiennent celui qui est à l'origine de l'appauvrissement. Donc, ayons le courage de dire, aussi bien à l'Union africaine qu'à l'Union européenne, qu'à l'ONU, puisque vous avez été capable d'enlever Yahya Jammeh, Kabila, je ne vois pas pourquoi il faut rester. Il ne doit pas rester. Et vous avez vu son discours? C'est un discours flou. C'est comme s'il disait, je vous enfarine en quelque sorte. Voilà. Donc Kabila n'est plus candidat à quoi que ce soit. Il faut avoir le courage de dire qu'il a fait 17 ans de malheur, 17 ans d'appauvrissement. Il faut que Kabila parte. Mais ce sont des solutions concrètes. Et oui, on ne va pas, parce que la mafia est en train de prendre les matières premières de la République démocratique du Congo, fermer les yeux sur la vérité et le maintenir. Pourquoi il se présente en décembre prochain? C'est pas bon. Donc nous appelons ici, à l'occasion de l'hommage solennel que nous rendons à nos frères qui ont disparu dans la mer, ce que j'appelle de la misère. C'est de la misère, la mer, je dirais même à la table de la politique. Ces jeunes gens qui viennent, c'est grave. Des jeunes gens qui peuvent rester à Conakry ou qui peuvent rester à Mamou, qui peuvent rester à Yaoundé ou qui peuvent rester à Dakar. Ils savent que c'est dangereux de prendre des bateaux fantos et je ne sais pas quoi, qui peuvent mourir, ils viennent quand même. C'est grave. Donc, notre rôle, et Mme Diakité a bien fait de le dire, c'est d'encourager et saluer les jeunes Africains qui sont restés en Afrique. On les applaudit. La vérité, ce sont eux les bâtisseurs. Et ce sont eux qui ont le courage d'affronter justement la mauvaise gouvernance là-bas. Et c'est comme ça que nous allons nous en sortir. C'est ça la vérité. Donc la première des choses, c'est de continuer à saluer ceux qui sont là-bas. C'est de dire que ce sont eux les Mandela, ce sont eux les Sankara, ce sont eux les Samori Touré, ce sont eux les Soundiata Keita. Parce qu'ils sont là-bas pour affronter et la misère, mais en même temps pour produire. Si nous encourageons ces jeunes gens, il y aura moins de migrants, déjà. Ensuite, et je le dis une fois de plus, comment se fait-il? Sarkozy, un bandit, un voyou de la politique. Non, ce que je dis, c'est vrai. Quand il tue Kadhafi, la juridiction française doit s'en saisir. La juridiction française doit dire, mais ce que tu fais, c'est pas ce que le peuple français t'a dit de faire. C'est pas le peuple français qui t'a dit de tuer Kadhafi.
c'est très grave. Il faut que la justice française, il faut qu'elle nous entende, puisqu'on ne peut pas envoyer Sarkozy à la CPI. Puisque Sarkozy arrive à envoyer les babos, les Jean-Pierre Bemba, et beaucoup d'autres à la CPI. Sarkozy, normalement, devrait être là-bas. C'est lui qui devrait être à la place aujourd'hui, parce qu'il a du sang sur la main. Et le philosophe Henri, comment il s'appelle, Bernard-Henri Lévy? Comment un philosophe? Je vois mal Jean-Paul Sartre soutenir des crimes en Libye. Et c'est Bernard-Henri Lévy avec Sarkozy. Leur philosophie, c'est ça. Allez tuer Kadhafi. Et puis, oui, mais c'est très grave. Ils sont en train de pervertir la culture française. Jean-Paul Sartre n'aurait jamais accepté qu'on ait tué Kadhafi. Jamais. Et si Bernard-Henri Lévy, le philosophe, le fait, pour nous, c'est un mauvais philosophe. C'est un mauvais philosophe parce que le bon philosophe est d'abord un humaniste. Donc, il faut que Sarkozy, d'une façon ou d'une autre, rende compte. Si les Français ne peuvent pas le faire, alors nous serons obligés de kidnapper Sarkozy dans un pays africain. Kidnappez-le. On va kidnapper Kadhafi. Attention, attention. Kadhafi, c'était quelqu'un qui était un bon dictateur, mais qui était un dictateur éclairé. Eh oui, il n'y avait pas la famille, les gens mangeaient à l'heure. Ça, c'est vrai. Chacun avait son toit. Et c'était ça aussi, Kadhafi. Bon, Sarkozy l'a éliminé. Vous savez pourquoi il l'a éliminé? Parce que c'est dit par tout le monde. Kadhafi avait financé, à un moment donné, la politique de Sarkozy. Or, comme c'est un voyou, pour ne pas que Kadhafi parle, il fallait le tuer. Sinon, qu'est-ce qui empêchait l'Élysée de dire, au lieu de le tuer, vous le neutralisez, on le met en prison pour qu'il parle. C'est ça, ce qu'on appelle l'état de droit. On ne tue pas comme ça. On le prend, on le juge, on l'écoute, et on va à peu près, s'il avait de l'argent ailleurs, comment faire pour que cet argent revienne en Libye? C'est ça, ce que j'appelle la loi, la vérité, la justice. Ce n'est pas le cas que Kadhafi a voulu. Donc, une fois de plus, nous demandons à la juridiction française de faire que Sarkozy rende compte, mais en bonne et due forme. Et s'il ne le faisait pas, nous serons les premiers à attendre que Kadhafi aille dans un pays africain. On le prend, on dit tu as tué un Africain qui s'appelait Kadhafi, puisque tes compatriotes là-bas ne veulent pas rendre compte, eh bien nous, on vous demande de rendre compte. Mais ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu si nous savons partir de nos échecs. Je veux vous raconter l'histoire de Cabral. Amilcar Cabral, il avait à peine 30 ans, 35 ans. Quand je l'ai connu, c'était un garçon qui était presque isolé. Il voulait libérer l'Angola, le Mozambique, et patati et patala. À l'époque, la libération était très difficile. Et il fallait poser des bombes. Ils disent qu'ils ont faussé l'islam, que l'islam n'a pas dit d'aller poser des bombes partout, et que l'islam n'a pas dit que celui qui n'est pas musulman forcément est un mécréant. Si tous les imams doivent dire ça, enseigner ça dans les écoles coraniques, dire que l'islam c'est une religion de paix et non pas une religion de haine. Maintenant, Allah a dit qu'il faut respecter les femmes. Madame, si vous voulez prendre la parole, parce que Allah a dit, eh oui, il faut respecter les femmes. Ce sont nos mamans. Si aujourd'hui, pour que ça fasse réagir, nous choquons délibérément. Voilà comment ils recrutent. Et quand j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, écoutez, moi, mon père a été éliminé politiquement à cause d'un télégramme qu'il a envoyé à Lumumba. Parce qu'il a simplement dit à Lumumba qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Et que l'Afrique, en quelque sorte, quelque part, doit se prendre en main, elle doit forger son propre modèle. Et il a été éliminé pour ça. Il était le premier député Peul qui représentait tous les peuples d'autre part. Il a été grand conseiller territorial et surtout il était instituteur. Parce que les instituteurs sont les deux premiers d'une classe au temps colonial. Bon. Alors les gens de Boko Haram me disent que nous
nous sommes trop mous et que nous faisons le jeu du système. Je leur explique que non, nous aussi nous combattons le système. Nous sensibilisons. Nous sommes allés au Brésil et tout pour dire qu'il faut désormais enseigner l'histoire de l'Afrique par les Africains et non pas par un œil extérieur. Nous combattons aussi, nous disons, moi pendant 5 ans, ma thèse a été refusée à Paris parce que je disais que l'esclavage est un crime contre l'humanité et pourtant la France est le pays des droits de l'homme. J'explique à ces gens-là, nous aussi notre combat. C'est pas, je leur dis, mais ça ne vous frappe pas, la CIA, elle n'existe pas en Afrique. Est-ce qu'il y a un organisme qui élimine tous ceux qui portent préjudice à un système libéral et qui est accepté? Donc c'est plus complexe que vous ne faites, que vous ne voyez. Il faut réfléchir, parce que quand vous tuez comme ça, nous les femmes, on ne peut pas supporter. Nous donnons la vie, nous ne voulons pas que la vie soit supprimée. Voilà. Couler des larmes parce que l'hommage que nous rendons à tous ceux qui, jeunes migrants, ont subi des conséquences qui ont entraîné à ce que leur vie ne soit plus, nous interpelle. Alors, je vous supplie que nous fassions en sorte que le passé nous rassemble pour construire un avenir qui nous ressemble. Vous voulez que le bien soit partagé, faites le don de vous-même en promulguant ses pensées, en essayant de partager ses idées et surtout à donner à comprendre dans les fondamentaux de notre histoire et surtout les fondamentaux de l'histoire de l'être humain. Mettons-le au centre de tout, je pense que c'est la clé de notre succès et c'est la réussite de tous ces combats multiples que nous avons et que nous aurons à mener tout au long de nos vies. Je vous remercie. Servitude monétaire imposée aux pays de l'Afrique francophone par un franc CFA devenu de fait un euro CFA et bloquant le développement de l'Afrique et attentatoire à sa souveraineté. Il faut soutenir une politique mondiale de développement mondial dont les nouvelles routes de la soie tracées par la Chine sont une esquisse à l'échelle de chaque pays. Dans ce contexte, les migrations, soyons honnêtes, ne cesseront pas, car nous en aurons besoin quand le développement l'exigera, mais elles pourront être organisées dans un intérêt mutuel. Enfin, pour finir, au niveau mondial, la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aura lieu en décembre en France, doit être l'occasion de faire connaître les propositions qui ont été discutées et le document qui sera prévu pour consacrer l'hospitalité comme un principe juridique régulateur des mobilités humaines, permettant l'intégration et la maîtrise de l'accueil. Il faut aussi faire de la pédagogie. C'est un exemple que nous employons souvent. Chez nous, en France, 2 ampoules sur 3 fonctionnent avec l'uranium qui provient du Niger. Or, au Niger, seulement 14%. Personne n'écoute parce qu'on ne parle pas dans la langue des 1 milliard de personnes. Puisque les 1 milliard de personnes sont majoritaires par rapport aux 500 000, eh bien, ça ne marche pas. Nous sommes d'accord? Bien. Alors, pourquoi effectivement on parle comment l'appelle-t-on, dans une autre langue? Oui, je vais conclure. Parce que les journalistes eux-mêmes qui doivent transmettre l'information ne parlent pas la langue des locuteurs à qui s'adressent, bien entendu, ces informations. Donc, vous les journalistes, pour résoudre le problème, il faut que vous pensiez à vous former dans les langues traditionnelles pour informer la population dans leur langue afin que l'opinion soit réellement informée. Ok, donc dirigeons-nous vers le petit cocktail parce qu'après il est l'heure. On vient de nous signaler qu'il faut bientôt évacuer la salle. Nous vous remercions. Écoutez Petite Afrique, écoutez Map d'Afrique, écoutez aussi Chef d'Afrique, l'espoir de demain.
Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il y a des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sont de ceux-là l'Almami Samori Touré, empereur du Wassou, le roi de l'Abbé Linus Baafaya et Diallo et Moripingan Diabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée et défendu leur vie durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages. Mais, traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue dans toute sa gloire. Demete kumano, dembete jamado kumano, fama ekere fadi. L'hymne de l'empire du roi Soulou proclame: si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes bleus.